c'est assez particulier aujourd'hui parce que tout le monde ne connaît pas Bobby Eugene Wright. C'est vrai que quand on fait un événement sur Cheikh Anta Diop, donc là on est sûr que effectivement les gens sont un peu en terrain connu. Si on fait un événement sur Marcus Garvey, c'est pareil, il est clair qu'on sait de qui il s'agit. Encore une fois, si on fait un événement sur d'autres grands personnages, sur Toussaint l'ouverture et tout, là c'est pareil, ça va vous dire quelque chose. Bobby Eugene Wright n'est pas connu de tous, et donc d'où l'intérêt de se voir aujourd'hui, parce que son œuvre est très importante. Et vous avez remarqué que le titre de son œuvre, qui n'est pas le titre complet, parce que le titre complet, même moi, et je suis pourtant donc Itero Rowey, le co-traducteur de ce livre en français avec Etombe ici présente. Nous avons traduit ce livre à deux. Et j'oublie toujours que le titre est beaucoup plus long que ça finalement. C'est le titre du livre, c'est La personnalité raciale du psychopathe et autres essais. Mais évidemment, je pense que c'était un choix éditorial à l'époque de mettre en exergue the psychopathic racial personality, de mettre en exergue la personnalité raciale du psychopathe, même si ça représentait sur les 4 essais du livre, le quart du livre en quelque sorte, puisqu'il y a d'autres essais. Alors le premier essai, effectivement, c'est la personnalité raciale du psychopathe. Le deuxième essai, c'est le suicide noir, le lynchage sous un autre nom. Le troisième essai, c'est une théorie psychologique d'éducation de l'enfant noir. Donc un sujet vraiment important, puisqu'il y a des enfants, des grands-enfants, des adolescents qui sont présents ici. Et l'éducation de l'enfant noir, évidemment, nous préoccupe tous. Et il faut savoir qu'un psychologue africain-américain né en 1932 et décédé au début des années 80, s'occuper à Chicago de ces questions liées aux enfants, mais aussi à notre état psychologique. Et nous verrons au fur et à mesure de ce cours d'aujourd'hui qu'il y a un lien entre notre état psychologique et la façon dont nos enfants peuvent être éduqués. Vous avez remarqué, j'ai dit peuvent être éduqués, sous-entendu que la plupart du temps, ce n'est pas nous qui éduquons nos enfants, puisque nous les confions à d'autres personnes. Quatrième essai, l'enfant noir, un destin en danger. Alors, contrairement à ce que cela pourrait laisser paraître, en fait, l'analyse faite par le Dr Wright n'est pas du tout déprimante. Elle est dure parfois dans ses constatations, mais elle n'est pas du tout déprimante parce que c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui est dédié à sa communauté. Aujourd'hui, à Chicago, il y a toujours un centre d'aide psychologique qui porte aujourd'hui son nom. À l'époque, il s'appelait le centre Garfield, mais c'est lui qui le dirigeait au moment où il écrivait ce livre. Bon, il est mort assez tôt, il avait juste 50 ans, au début des années 80. Donc, le titre de cet événement est assez choquant. Le racisme, une affaire de psychopathie. Il faut savoir qu'en France, on décrit souvent le racisme comme l'opinion de personnes fâchées qui seraient en quelque sorte minoritaires. On les classe souvent parmi des militants d'extrême droite, étant entendu que certaines personnes ne peuvent pas être racistes, c'est évident. Un blanc socialiste ne peut pas être raciste, sauf que l'ancien maire de Montpellier, je crois Georges Frêche, avait traité les harkis de sous-hommes. Donc, mais comme il était socialiste, ce qu'il a dit en quelque sorte ne comptait pas, puisque de toute façon Georges Frêche ne pouvait pas être raciste. Donc peu importe ce qu'il pouvait dire après tout. Donc on voit bien que finalement il y a un décalage entre la théorie et la pratique, ce qui fait que très souvent nous Africains, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous ne comprenons pas les accès d'anticamétisme de la police française, le côté systématique on ne le comprend pas. Et on ne comprend pas pourquoi, ou alors on intègre, ce qui est encore plus grave, le fait que nous serions suspects du fait que nous ne sommes pas blancs et que nous devrions être traités différemment par les forces de police, différemment d'autres personnes. Et c'est un mécanisme d'autodéfense aussi, le fait d'intégrer
les discriminations, les humiliations, les agressions, parce qu'il s'agit en fait d'agressions, comme quelque chose de normal pour éviter d'en souffrir, parce qu'à partir du moment où on commence à chercher, il y a une légère souffrance. Mais est-ce vraiment de la souffrance, ou est-ce l'excitation de quelqu'un qui découvre et qui est sur le champ de bataille, comme l'excitation de quelqu'un qui est sur un terrain de foot et qui va vers le but, mais qui peut prendre, même s'il a des protèges tibias, des coups au moment où il file vers le but. C'est-à-dire, décider d'agir, c'est toujours s'exposer à une certaine souffrance, mais je sais que tout le monde veut mourir dans son lit à 160 ans. Maintenant, la médecine peut-être le permet, mais en mangeant des soupes et en regardant des feuilletons insipides à la télévision et bien chauffés, mais est-ce que c'est vraiment ça l'avenir de l'humanité camide? Je n'en suis pas certain. Donc, le racisme, une affaire de psychopathie, à quoi cette image vous fait-elle penser? C'est la couverture du livre qui s'appelle L'héritage de l'homme des glaces. C'est ça. De Michael Bradley. Oui, de Michael Bradley. Oui. Oui, voilà. Oui. J'en dirai pas plus. D'accord. En fait, j'ai fait, comment on appelle ça, j'ai isolé, c'est un détail de la couverture du livre de Michael Bradley, parce que le dessin est quand même plus vaste, hein, plus important. Et c'est juste un détail de la couverture du livre de Michael Bradley, qui a été publié en 1979 ou 1978. Michael Bradley est un Canadien blanc, et il a publié en 1918 un livre qui s'appelle, en fait, en français, oui, c'est ça, si on doit traduire le titre en français, L'héritage de l'homme des glaces, les causes du racisme, de l'agressivité et du sexisme de l'homme occidental. Lui-même, il est blanc, hein, mais bon, ça n'a pas empêché de faire une véritable investigation. La preuve qu'il n'y a pas forcément de solidarité pathologique obligatoire chez l'ensemble des Blancs. Certains d'entre eux mènent des enquêtes, des recherches et prennent des positions courageuses. Donc il n'y a pas de fatalité, heureusement, parce qu'on serait mal barré. Mais effectivement, si libération doit y avoir, il faut qu'une bonne partie des Kamites participent et soient les acteurs principaux de cette libération, évidemment. Personne ne fera le travail à notre place. Hein. Et donc, effectivement, la couverture du livre de Michael Bradley, j'ai voulu l'utiliser parce qu'il faut savoir que cette affaire de psychopathie remonte loin dans le temps. Alors, cela dit, on se gargarise là depuis quelques instants avec le mot psychopathie, on ne sait toujours pas ce que c'est. Il va peut-être falloir un petit peu avancer pour qu'on sache un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de psychopathie. Alors voilà, Bobby Eugene Wright, c'est toujours important d'avoir une image de la personne de qui on parle, surtout que c'est quelqu'un qui a rejoint les ancêtres. Donc il est auteur, comme je le disais, psychologue. Il faut savoir que dans la communauté africaine-américaine, il y a beaucoup de personnes issues des milieux paramédicaux ou médicaux de la psychologie, de la psychanalyse, qui ont fait des recherches poussées sur ces phénomènes de racisme que nous rencontrons et des troubles qu'ils apportent et de leurs causes et du monde dans lequel nous vivons qui s'organise sur la base de cette pathologie mentale. Il y a Bobby Eugene Wright, bien sûr, mais Frances Cress Welsing, qui elle-même était non pas psychologue, mais psychiatre. Il y a d'ailleurs un livre de Welsing que nous vendons ici, Les dossiers d'Isis, qui avait été traduit par Amar Mazama, et Amos Wilson, etc. Donc ils sont assez nombreux sur ce créneau. L'intérêt du livre de Wright, c'est déjà le côté très concis de son approche. C'est un livre très accessible et qui permettra peut-être plus tard d'accéder aux autres travaux si on les juge difficiles d'accès. On peut aussi faire les deux aussi, mais il s'est efforcé, et c'est bien ce qu'on observe sur certains intellectuels africains-américains, ils essayent d'écrire pour le chauffeur de taxi, pour l'universitaire, pour la femme de ménage et pour le paysagiste ou le psychiatre. Donc ils essayent d'écrire un petit peu pour monsieur et madame tout le monde. Et ça, c'est quand même très bien. C'est un titre
c'est un titre qui évoque la critique radicale de Wright, comme on disait tout à l'heure, dont personnalité raciale, psychopathie, la charge est quand même lourde. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui se trouve sur la première de couverture du livre, le personnage? Est-ce que certains d'entre vous le connaissent? C'est pas un président américain, ça? Non, non. C'est vrai que ça pourrait. Mais non. Moi, je crois que tu vois qui c'est. Et oui, c'est Hegel, c'est Hegel. C'est l'auteur, c'est un philosophe donc, européen qui est l'un des plus étudiés, donc, à l'université notamment. Et dans son livre La raison dans l'histoire, on en avait parlé lors d'un autre cours, du cours précédent, en fait, il disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et nous allons voir, ce qui est faux bien sûr, puisque l'histoire de l'humanité commence en Afrique, mais ce qui est embêtant, c'est que Hegel est enseigné dans toutes les universités du monde occidental, et il est fort probable, et il est même certain qu'il soit aussi, comment dirais-je, enseigné en Afrique. Et beaucoup des enseignants et des étudiants, malheureusement, n'ont aucun recul par rapport au travail d'Hegel, mais ça change de plus en plus, parce que depuis le fameux discours de Sarkozy de Dakar qui reprenait les thèses de Hegel, beaucoup d'historiens africains avaient réagi et avaient remis à sa place de façon très scientifique le président français. Donc les choses évoluent au fur et à mesure, mais publier des ouvrages est une chose, faire des tribunes, des conférences est une chose, mais changer les programmes des universités en Afrique, qui très souvent ne sont pas des universités africaines, comme dirait le Sèche Molefi Asante, qui voyage beaucoup en Afrique, l'un des dirigeants d'Afrocentricity International, il dit « Nous n'avons pas d'université africaine en Afrique, nous avons des universités occidentales en Afrique. » Mais nous allons voir tout à l'heure pourquoi nous en sommes là. Donc oui, effectivement, c'est Hegel. Alors qu'est-ce qu'un psychopathe? Hop, non, je vais pas, je suis en train de spoiler le film, ça se fait pas. Je vais d'abord vous poser la question, qu'est-ce qu'un psychopathe? À votre avis? C'est quoi? C'est patho, la maladie, le psycho, l'esprit? Oui, c'est une maladie mentale. Hein. Oui. Quand on dit, dans le langage courant, mais ce type-là, c'est un vrai psychopathe. Est-ce que c'est peut-être flatteur après tout ça? Ça veut peut-être vouloir dire qu'il est débrouillard, qu'il sait comment mettre les gens de son côté lorsqu'il a un projet. Et dans les entreprises, je pense que c'est plus une qualité qu'autre chose. Ou alors, c'est un peu limite quand on dit ça de quelqu'un. Non, c'est péjoratif, mais c'est plus peut-être du côté de, je sais pas, l'art de la manipulation. C'est ça. Après, c'est vrai que on le dit tellement sans y penser que là, pour le coup, donner une définition, ce serait compliqué. Ce serait compliqué, d'accord. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? Ah non, c'est négatif. Ah, c'est négatif. Hein. Ah bah, psychopathe, oui. D'accord. Alors, je vais vous donner la définition donnée par Bobby Eugene Wright. C'est une définition qui était en cours à l'époque. Donc il la reprend. Je ne suis pas sûr qu'elle émane de lui, mais il la synthétise. Je pense que le monde scientifique était plus ou moins d'accord sur cette question à l'époque. Je ne suis même pas certain que ça ait changé. Alors, la définition que donne Bobby Eugene Wright est la suivante, en page 7 du livre. Le psychopathe est un individu qui est constamment en conflit avec les autres personnes ou avec les autres groupes. Déjà, on peut s'arrêter là. Le psychopathe est un individu qui est constamment en conflit avec les autres personnes ou avec les autres groupes. Est-ce que c'est un type de comportement qui vous est familier ou vous avez eu la chance pendant toute votre vie de ne jamais rencontrer une personne comme celle-là? Et si vous avez eu cette chance, je trouve que vous avez énormément de chance. Et que peut-être que vous avez beaucoup séjourné sur Mars, un peu sur Saturne, éventuellement un peu sur Vega. Et d'ailleurs, sincèrement... Un peu en Afrique peut-être aussi? Oui, un peu en Afrique. Oui, malheureusement, nous-mêmes, à force un peu moins. Et d'être éduqués d'une certaine façon, nous devenons aussi des psychopathes. Et donc, il est incapable de faire l'expérience du sentiment de culpabilité. Ah, on avance. Il est complètement égoïste, mais c'est une qualité aussi.
d'être égoïste, parce qu'on peut faire de grandes choses quand on est égoïste. Moi, j'avais une tante qui disait « Ah, mais tu sais, hein, dans le monde du travail, il faut toujours prendre la place de l'autre. » C'est comme ça, il faut bouffer les autres, il faut prendre... Elle me disait ça. Bon. Il est complètement égoïste, insensible et cruel, tout en affichant une réelle indifférence aux droits des autres. Donc c'est ça la définition du psychopathe. Donc le problème que pose Bobby Eugene Wright dans son livre, puisqu'il est africain-américain, il écrivait son livre au début des années 80 ou à la fin des années 70, puisqu'il me semble que son livre a été publié de façon posthume par sa femme, en 84, à moins qu'il y ait eu une autre édition avant celle que nous avons traduite, enfin, en tout cas, peu importe, c'est fin des années 70, début des années 80. À l'époque, il y avait le mouvement des droits civils, des droits civiques en Amérique, bon, qui a commencé dans les années 60, même peut-être un peu avant. Et le mouvement des droits civiques s'efforçait de persuader moralement les dirigeants de la communauté blanche d'accorder plus de droits aux Africains, aux afro-descendants américains. Mais sachant que, selon le docteur Bobby Eugene Wright, les Blancs se comportent vis-à-vis des Noirs comme des psychopathes, est-ce que ce mouvement de persuasion pouvait être efficace à terme, sachant qu'il est insensible et cruel, tout en affichant une réelle indifférence aux droits des autres? Et si nous étudions l'histoire, bon, on n'est pas tous des spécialistes, on n'est pas des spécialistes de l'histoire, mais si nous nous penchons un peu sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire des relations entre l'Afrique et l'Occident, est-ce que nous avons vu très souvent l'inverse de cela? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain. Donc... Voilà, la question que je pose par rapport aux psychopathes, hein, tout à l'heure vous avez notamment précisé qu'il s'agissait d'une maladie. Quand il s'agit d'une maladie, ça veut dire que finalement c'est pas forcément quelque chose dont on hérite. Alors que là, il y a quand même l'idée que ça se soit transmis. Donc je veux savoir en fait alors c'est une excellente, la nuance qu'il y a entre... C'est une excellente question, et d'autant plus que la question est tout à fait en relation avec l'image que nous avons choisie au début. C'est une excellente question. Voilà. Hop, je remonte un peu en arrière. Hop. Vous allez même encore plus loin que... En fait, on allait en venir là, mais c'est bien que vous posiez la question. Attends, voilà. C'est tout à fait en connexion avec l'image qui est prise au début, parce que contrairement, c'est complémentaire les approches, mais à la différence de Bobby Eugene Wright, Michael Bradley, qui a traité de la question de l'origine du racisme, est dans the prehistoric source, la source, l'origine préhistorique du racisme. Hein. C'est dans le sous-titre de son livre. Ça nous ramène à une période très ancienne. Et selon Cheronta Diop, dans Civilisation ou Barbarie, il nous dit qu'entre 40 000 ans et 20 000 ans, c'est les chiffres qu'il avait à l'époque. Certains chercheurs aujourd'hui parlent d'une origine plus récente, mais je n'ai pas forcément approfondi la question. Les chercheurs de l'ISAPO Yakama trouvent une origine plus récente aux populations européennes. Mais entre 40 000 et 20 000 ans, selon Cheronta Diop, le premier habitant de l'Europe, qui était un peuple africoïde, donc camitoïde, c'est-à-dire qui nous ressemblait, en fait, entre moins 40 000 et 20 000 ans pendant la glaciation vurmienne, il s'est dépigmenté progressivement. Alors je vais donner un exemple très terre-à-terre. Vous avez remarqué que Nelson Mandela, il a passé 27 ans en prison. Quand il est ressorti, il n'avait pas le même teint. Imaginez que vous restiez dans des grottes du fait d'une glaciation qui est attestée. Hein, la glaciation vurmienne, c'est attesté. La communauté scientifique est unanime là-dessus. Il y avait des humains pendant la glaciation vurmienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient jouer au golf.
qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du surf, ou alors ils se planquaient dans les grottes. Bah, vu le froid qu'il faisait, je pense pas qu'ils faisaient beaucoup de surf. Donc ils se planquaient dans les grottes, et au début c'était des gens, des Africains. Mais ça a pris pendant 20 000 ans. Donc l'homme de Grimaldi s'est dépigmenté. Et à la fin, il n'avait plus la même apparence. Et quelque part, la nature ne fait rien au hasard. Autant avoir un nez large laisse passer l'air de façon massive sous un climat chaud, autant avec le froid, il est préférable d'avoir des narines plus resserrées pour laisser l'air passer de façon parcimonieuse. Donc la nature ne fait rien au hasard. Autant en Afrique, là où le soleil est vraiment puissant, les rayons du soleil, les rayons ultraviolets sont vraiment puissants, il faut avoir une épaisse couche de mélanine pour se protéger du soleil, autrement on aurait des cancers de la peau. Et donc, autant en Europe, sous un climat très froid, cette protection-là n'est pas vraiment utile et ne s'impose pas. Donc la nature ne fait rien au hasard. C'est pas seulement qu'elle c'est inutile, c'est que c'est même contre-productif. Pourquoi? Parce que justement la mélanine empêche, par les UV. Donc ça veut dire qu'elle contre les UV, elle protège les UV. Alors qu'ici en Europe, pourquoi les blancs sont blancs? C'est pour mieux absorber justement les UV. Parce que la peau blanche justement laisse justement les plus d'UV peuvent passer, et donc ils en ont besoin en fait. Contrairement à la mélanine que nous on a besoin en Afrique. Exactement. Et les chercheurs de l'ISAPO Yakama ont trouvé d'autres explications aussi de la blancheur des Européens. C'est aussi le fait qu'il y a un gène que nous avons, nous les Africains, et que nous leur avons transmis, mais au départ c'est un gène africain qui est le gène de l'albinisme, puisqu'on trouve des Africains qui sont albinos et ils n'ont pas forcément séjourné en Europe. Donc ce serait un mélange de tout ça, la dépigmentation due à la glaciation d'Urmiette, parce que c'était des températures insupportables. Hein. Ils ont dû, c'est une partie de nos ancêtres qui ont émigré d'Afrique, ont dû se mettre dans des grottes pendant très longtemps. Mais il y a aussi le gène de l'albinisme qui existe de toute façon chez nous aussi. Donc c'est un gène africain. Donc le but c'est pas de faire un jugement de valeur, le but c'est de comprendre. Et évidemment, pour certains chercheurs, ces sujets-là sont tabous, puisque à partir du moment où les Occidentaux ont décidé qu'ils étaient les rois du monde, à partir du moment où on commence à les étudier, c'est un crime de lèse-majesté. Eux, ils ont le droit de nous étudier, mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Alors, pourquoi la psychopathie? Parce que ça me semble un peu évident, quand on est exposé à un climat farouchement inhospitalier, on développe des stratégies de survie. Il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite par un anthropologue anglais qui s'appelle Colin Turnbull et qui s'appelle les X ou les X. C'est une population de l'Est africain qui a subi différentes persécutions. Alors peut-être à l'époque du régime colonial, mais persécutions qui ont continué de façon très drastique à l'époque plus récente sous un régime africain. Et ces populations qui vivaient dans une certaine partie, je ne sais plus si c'était au Kenya ou dans un autre pays frontalier, ont été exposées à des maltraitances, etc. et ont développé des stratégies de survie impitoyables où les liens de parenté ne jouent plus et où c'est sauf qui peut, quoi, chacun. Et l'anthropologue s'interrogeait, il disait, est-ce que nous ne serions pas tous devenus, dans son monde moderne, des Zik, dans le sens que nous développons des stratégies de survie qui font en sorte que nous avons des comportements de moins en moins humains et de moins en moins solidaires. Alors imaginons, les Zik, les situations difficiles auxquelles ils ont été exposés ont peut-être duré 50 ans, 80 ans ou 100 ans, mais imaginez un climat inhospitalier et presque destructeur, parce que vous êtes obligé de vous cacher dans des grottes pour trouver à manger, ça doit être difficile, et vous développez des stratégies de survie, quoi. C'est chacun pour soi.
Et quand vous ressortez des grottes, vous êtes une autre personne. Et donc autant je pense que les Africains et les Afro-descendants doivent faire une psychothérapie par rapport à ce qu'ils ont vécu du fait de la colonisation, de l'esclavage et du néocolonialisme et du racisme moderne, autant les Européens devraient faire une psychothérapie pour revenir sur la période de la glaciation jurimienne et voir les différents dommages psychologiques qui ont été dus à cette situation extrême. Parce qu'ils ont encore un choc, un traumatisme, et qui se traduit par une extrême agressivité. Et une haine, pas seulement des autres êtres humains, mais une haine aussi de la nature. Ce n'est pas normal de faire des OGM. Ce n'est pas normal de vouloir faire des manipulations génétiques. Ça dénote un trouble du comportement, un trouble psychologique grave. Mais rien n'est dramatique. Encore faut-il pouvoir se soigner. Bon, alors, la problématique est la suivante, c'est que le docteur Bobby Eugene Wright dit que, ça n'engage que lui, mais il dit que la psychopathie ne se guérit pas. Donc, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Alors, je ne sais pas s'il a raison. Moi-même, je ne suis pas compétent en la matière. Enfin, il parle de chirurgie du cerveau, Enfin, c'est compliqué. Mais enfin, nous voyons des personnes d'origine occidentale qui se livrent à certaines analyses qui sont les mêmes que les nôtres et qui ont beaucoup de recul. Et nous le verrons d'ailleurs au fur et à mesure, donc peut-être qu'il n'y a pas non plus de fatalité. Où est-ce qu'on en était? Ah oui. Alors, moi j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui me tournait par rond. Je ne connaissais même pas les thèses de Bobby Eugene Wright. Dans les années 90, je ne savais même pas qu'il existait. Je ne connaissais pas Frances Cress Welsing. Afrocentricity International n'existait pas. Mais quand je voyais le comportement de certains personnages, de certaines personnes, des fois ça pouvait être des personnes avec qui j'avais des liens particuliers, mais aussi des personnages publics, je ne comprenais pas. Prenons l'exemple de Max Gallo. C'était un académicien français, il est décédé en 2012. Au départ, il a une formation d'historien, il a aussi été homme politique, il a été ministre à l'époque de François Mitterrand, il a été porte-parole du gouvernement, et il a écrit beaucoup de livres. C'est un peu le Christian Jacques de l'histoire de France, quoi. Il est à l'histoire de France ce que Christian Jacques est à l'histoire de l'Égypte. Donc, Christian Jacques a sa propre version de l'histoire égyptienne, qui n'est pas la nôtre, et Max Gallo a sa propre vision de l'histoire de France, qui n'est pas la nôtre non plus. Et l'une des particularités de Max Gallo, j'avais remarqué ça dans une émission littéraire, une émission débat qui avait lieu tard le soir à l'époque, et animée par Franz-Olivier Gisbert, je ne sais pas si vous connaissez, et il avait invité à l'époque Tariq Ramadan et Claude Ribes. Alors, est-ce que vous connaissez Tariq Ramadan et Claude Ribes? Voilà. Donc, face à deux intellectuels non blancs, si je puis dire, un intellectuel arabe d'origine égyptienne et un intellectuel africain caribéen, ces personnes n'avaient pas encore parlé que Max Gallo était déjà en colère. Il n'arrivait plus à se contenir. Et j'avais déjà remarqué à l'époque, c'est peut-être moins accusé aujourd'hui, que quand il y avait des débats de type intellectuel, de type historique, à la télévision française, ils invitaient un universitaire blanc, et comme contradicteur, ils invitaient un rappeur ou un sportif noir. Mais de préférence, quelqu'un de pas forcément très instruit. Et j'avais remarqué que c'était hyper intéressant pour eux. Et à ce moment-là, je découvrais dans le même temps on avait des pointures, quoi. On avait des gens comme Théophile Obenga sur des thèmes très précis. On avait des gens vraiment très instruits et très charismatiques. Et dans toutes les émissions, c'était ça. Le casting, c'était toujours le même. Des fois, on invitait un grand intellectuel blanc, et puis
une femme africaine qui était un mannequin. Mais ils choisissaient aussi des personnes chez nous qui étaient particulièrement farfelues. Donc des gens très farfelus, très un peu space comme on dit. Hein. Et puis en face, il y avait le type là, bien assis, avec ses diplômes, avec ses bouquins, machin et trucs. Je me disais, mais c'est quoi ce monde de malades? Et la seule fois où j'avais vu un débat à armes égales, le kamite et l'arabo-musulman n'avaient même pas encore prononcé un seul mot, que le type, il se retenait plus. Alors on aurait pu dire, ouais, mais c'est un gars du Front National. Mais non, c'est un socialiste. Un socialiste. Je me suis dit, mais c'est quoi? Et c'est là où on a envie un peu de parler comme les gens un peu des cités, quoi, mais de dire à l'humanité européenne, mais t'es qui, toi? Dans le sens de... T'es quel genre de personne pour réagir comme ça? Pourquoi tu veux débattre qu'avec des gens qui n'ont pas ton bagage? Tu es à l'aise qu'avec des gens farfelus qui n'ont pas fait de recherche, mais tu fuis. Une fois, le sèche-étilé, René Louis Parfait-Étilé, qui faisait un cours à Africa Mat, ou alors c'était Omotunde, donc Kalala Omotunde nous disait qu'il avait assisté à un cours à la Sorbonne de, comment il s'appelle, un égyptologue très connu, français, j'ai oublié son nom, Pascal Vernus. Il avait fait une conférence et tout, et puis Omotunde avait, et puis c'était la séance des questions. Omotunde avait commencé à poser une question, et il avait dit, oui, je suis Nusere Kalala Omotunde, je suis de l'Institut Africa Mat, l'Institut qui étudie les humanités classiques africaines. Et il commence à poser sa question, mais rien que le fait que Omotunde se présente, Pascal Vernus a ramassé ses affaires, il a dit la conférence est terminée. Il a pris la fuite. Mais c'est qui? Qui sont ces gens? Je ne comprends pas. On va poursuivre. Et c'est là, j'ai failli dire la sœur, parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais bon, c'est une femme, c'est un superbe travail qu'elle a fait. Alors, elle s'appelle Robin DiAngelo. Robin DiAngelo, c'est une européenne américaine. Je crois que c'est une universitaire. Un jour, elle décide de déménager. Elle change de quartier dans la ville où elle était. Et elle décide d'aller vivre dans un quartier où la population est majoritairement noire, enfin africaine-américaine. Et quand elle s'installe, il y a un voisin qui vient la voir, un Africain-américain, qui lui dit « Bon, bah écoute, il faut que je te fasse un topo, comment ça se passe ici, pour que tu ne fasses pas de gaffe et tout. » Et alors elle commence à s'énerver. Elle commence à lui dire « Mais pourquoi tu me dis ça ? Moi je ne suis pas du tout comme ça. Pour moi de toute façon si on est rouge, noir, jaune, vert, pour moi ça pose aucun problème. Pourquoi tu me parles comme ça et tout ?» Puis elle a commencé à s'énerver. Une fois que la colère est retombée, elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi je me suis mis dans tous ces états ?» Et c'est là où elle s'est rendue compte qu'il existait en quelque sorte une fragilité blanche. Les blancs ont du mal à supporter que la question de leur origine européenne et leur blancheur soit questionnée. Ils n'ont pas l'habitude. En fait, quand ils parlent d'eux, ils disent les êtres humains. Sauf que nous aussi, on est des êtres humains. Et quand ils parlent de nous, ils vont dire oui, j'étais au restaurant, j'ai fait la queue, mais elle est bien la petite black, la serveuse. Mais par contre, la dame plus âgée alsacienne, elle n'est pas blanche. C'est la dame âgée. Mais eux, leur blancheur n'est jamais questionnée, ou leur origine, ou le lien entre leur comportement et leurs habitudes culturelles. Et quand ces questions émergent dans une discussion, ils ont un taux de résistance qui est d'environ 2 minutes. Parce qu'au bout de 2 minutes, ils perdent de pied et puis se mettent en colère. Ou alors ils vont se mettre à parler d'autre chose qui n'a absolument rien à voir. Donc c'est cette... Mais attention, cette
fragilité blanche ne peut pas être assimilée à de la psychopathie. Ça, a priori, ça n'a rien à voir, mais ça dénote quand même une fragilité. Et, alors je vous pose une question. Avez-vous constaté cela aussi dans des conversations que vous avez avec des personnes que vous connaissez, des collègues de travail, des amis, des personnes? Mais du coup, il y avait quand même des variantes entre eux, c'est-à-dire que, bon, avant la création de l'Union européenne, etc., selon qu'on était italien ou espagnol, ils avaient quand même entre eux des dénominations différentes pour se désigner. Mais c'est vrai que c'était pas dans blanc ou pas blanc, ou voilà. Non, mais ils se définissent comme blancs dans leur relation avec nous. Ouais. Et leurs intérêts, qu'ils soient italiens, espagnols, anglais, blancs, américains, sont les mêmes quand il s'agit de questions africaines. Certes, ils peuvent avoir des rivalités sur... je donne un exemple tout simple. Prenons l'exemple de certaines guerres internationales, comme par exemple la guerre de libération des Haïtiens. En 1803, donc, il y a la bataille de Vertières, les Haïtiens, qui sont des Africains descendants, donc sont victorieux, et donc l'armée française doit évacuer le territoire. En 1804, Haïti proclame son indépendance, mais en 1826, la France va revenir et va entourer avec plein de bateaux de guerre Haïti pour demander à ce que Haïti indemnise les propriétaires d'esclaves et indemnise la France à cause du préjudice subi par la libération des esclaves. Et donc, jusqu'à une époque très récente, donc Haïti va payer cette faramineuse dette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite des Français, d'autres puissances vont reprendre le relais pour faire en sorte que Haïti ne puisse pas émerger. Parce que dans les années 1917 ou 1920, je me trompe peut-être un peu sur les dates, Haïti va être envahi par les États-Unis. Donc, quand il y en a une puissance qui s'épuise, l'autre reprend le relais, c'est comme une course de relais. Idem avec la guerre de libération menée par Ho Chi Minh au Vietnam. Donc en 1954, il y a la défaite française de Dien Bien Phu. Donc les Vietnamiens sont victorieux, mais quelques années plus tard, les Américains blancs, parce que les Noirs qui vont être envoyés au Vietnam, ils travaillent pour la suprématie blanche, même quand ils ne le savent pas, hein. C'est pas pour... voilà. Et donc, après, les Américains prennent leur lait. Donc certes, ils se querellent, des fois même ils se détestent, exemple entre Français et Allemands, ou entre, il en parle d'ailleurs, ou entre Anglais et Irlandais, mais sur les questions de la suprématie blanche, ils sont tous d'accord. Parce que dans le Ku Klux Klan, on trouve des Irlandais, on trouve des gens d'origine allemande, des gens d'origine hollandaise, et ils portent tous la même cagoule, hein, même s'ils ont des noms à consonances très différentes. En fait, ce que je veux dire, c'est que oui, certes, le noir est effectivement méprisé, mais je ne sais pas si c'est le rapport à l'ethnocentrisme, mais on voit bien qu'effectivement c'est une constante dans le rapport au monde qu'ils ont. Toujours eux de se considérer au-dessus et les autres, que ce soit les voisins de frontières ou même, je ne sais pas moi, la façon dont ils appréhendent les habitants de Nouvelle-Guinée ou les Chinois ou autres, il y a toujours effectivement un rapport de mépris à l'autre. Oui. Voilà, c'était juste ça que je voulais souligner. C'est parce ça. que certains ont été appelés les sauvages. Les Chinois, pendant je ne sais combien d'années, on leur a collé également en fait des noms. Alors là, je ne vais pas mentionner tous les noms, mais voilà, y compris entre eux. C'est-à-dire que on voit par exemple le rapport entre Italiens et Français. Quand on voit les premières vagues justement d'immigration des Italiens vers la France, on voit bien qu'on ne les a pas épargnés non plus. Hein. Ah non, c'est clair. Ou des Portugais, enfin, c'est clair. On peut, Mais Émile Zola, qui avait seulement 50% de sang italien, quand il s'est exprimé lors de l'affaire Dreyfus et tout, il a été l'objet de vigoureuses agressions du fait de son origine italienne et du nom qu'il portait. Donc ouais, effectivement. Pour répondre à la question, effectivement, enfin pour revenir à la question, effectivement, moi qui ai souvent l'occasion justement d'avoir des échanges avec des locaux d'herbe qui questionnent justement ma position entre eux.
effectivement, ils ont du mal à en parler. Et le discours qui revient le plus souvent, c'est de dire que on est en 2020 et que le racisme n'existe plus. Voilà. C'est souvent ça, c'est souvent que qu'on se victimise, que le racisme n'existe plus, que tout est une raison de classe sociale, un peu, ou voilà, qu'en fait le racisme n'existe plus, tout ça. Et on nous dit que le racisme, c'est juste les gens du Front National. Ouais. Mais en dehors du Front National, personne n'est raciste. Bon, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de déni, même au niveau de ma famille, par exemple. Donc, les gens ont du mal à en parler. Quand on en parle, c'est comme si on était en colère contre les gens. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une manière de comprendre ce que c'est et que c'est bien de l'étudier également. Mais il y a un rejet, il y a un déni, en fait, qui est permanent, il est en permanence. Mais là, on parlait surtout des Blancs, en fait. La réaction des Blancs. Oui. Et en fait, c'est le fait que les Blancs disent « mon voisin est peut-être raciste, mais pas moi ». Donc, là, en fait, si on les écoute, finalement, 99,99% des Blancs, en fait, pensent ne pas être racistes. Et ils pensent tellement ne pas être racistes que c'est même pas la peine d'en parler avec eux. Mais quand on va même un peu plus loin, j'ai envie de dire que nous-mêmes, enfin moi personnellement, étant africaine, ayant grandi ici, je suis arrivée en France, j'avais à peu près 7 ans, cette question de racisme, elle ne me touche que tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement baigné en fait dans ce système d'hypocrisie qu'à la fin, j'ai fini moi-même par me fermer les yeux sur des réalités qui étaient quotidiennes. Donc j'arrive en fait à comprendre en quoi certains, effectivement, qui sont blancs, français de pure souche, arrivent à ne pas se penser comme étant racistes. C'est très complexe, en fait, comme question. Oui, c'est complexe parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on a tellement intégré ça, on a tellement accepté l'idée que c'est normal, qu'on ne s'en rend même plus compte, en fait. On ne se pose même pas la question. Et quand on soulève, quand on leur montre que voilà, c'est comme ça que ça se passe, ils n'arrivent pas à envisager ça de cette façon-là. En fait, ils ne comprennent pas. C'est toi le problème, en fait. Du coup, cette façon de dire nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus intelligents, nous sommes supérieurs, et de refuser toute discussion sur l'état du monde et sur leurs responsabilités, d'après vous, est-ce que c'est la preuve d'une force morale et d'une supériorité morale et intellectuelle, enfin intellectuelle, j'enlève le mot intellectuel, supériorité morale ou supériorité tout court, où ça traduit une force, où ça traduit finalement ce dont parle Robin DiAngelo dans son livre, une fragilité blanche. Elle voit ça comme une fragilité. Qu'en pensez-vous? C'est de la force ou de la fragilité? Le fait de dire on n'en parle pas, je ne supporte pas qu'on en parle parce que ça me met mal à l'aise. Parce que des fois les gens disent ça. Moi je ne veux pas qu'on parle du racisme, ça me met mal à l'aise. Donc c'est de la force ou de la faiblesse? Parce que moi je prends un exemple concret, je suis dans l'enseignement. Un élève en fait a été exclu parce qu'il avait tenu des propos racistes me concernant. Mais je n'étais pas présente au moment où il les a tenus. Le chef d'établissement a jugé bon en fait d'exclure l'élève et ce n'est qu'après coup que j'ai su, alors l'élève était déjà exclu, hein, il a eu 4 ou 5 jours d'exclusion, ce n'est qu'après coup, qu'en demandant aux camarades de la classe, mais je ne comprends pas, ça fait 3-4 jours qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe? Les élèves me regardent. Vous-même, on vous a rien dit. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un truc de fou. Les élèves me regardent et ils me disent, mais comment madame, vous n'êtes pas au courant? Et donc là, en fait, on est vraiment au cœur des choses. On est au cœur Pourquoi des ne choses. m'en a-t-il pas parlé? Voilà, oui. Point d'interrogation. Donc ça, c'est la question que je lui ai posée. Pourquoi ne m'avoir pas dit clairement ce qui s'était passé, sachant que je suis la principale concernée? Ouais, voilà la preuve. Alors pourquoi beaucoup de personnes au sein de nos familles, bon, je m'éloigne un peu des Blancs parce qu'on vit tous ensemble, donc forcément il y a des interactions et forcément des influences et des processus de séduction, pas seulement à titre individuel mais à titre collectif. Et c'est vrai que des fois, des gens de notre famille, parfois c'est des gens qui viennent en Afrique, qui vivent en Afrique, quand ils viennent ici, ils sont particulièrement fascinés par l'Occident. Mais une fascination qui est un truc de dingue, quoi. Et c'est vrai que l'Occident est fascinant, quelque part, il faut le reconnaître. C'est un monde foisonnant, il suffit de regarder les émissions de télévision, où l'humour, la bonne humeur,
Par exemple, pour ce qui concerne la France, on parle beaucoup du sens de l'humour des Français. On dit aussi la même chose des Anglais, même si leur humour est différent, mais en tout cas, ils sont considérés pour ça. La bonne humeur, la fantaisie sont érigées en valeur absolue. Et donc finalement, on a l'impression d'un monde... Moi je me rappelle, pour avoir vécu quelques années en Afrique, l'image qu'on nous présentait de la France en Afrique à l'époque, c'était l'image d'un pays excessivement tolérant, excessivement ouvert. Et donc la civilisation occidentale, côté pile, on peut dire que c'est le journal de Mickey finalement. C'est quelque chose de très attractif. La Bible elle-même, alors pas la Bible, pas Josué, hein, parce que là c'est quand même la purification ethnique, mais la Bible à travers notamment le personnage de Jésus, les évangiles, bon bah tout ça c'est quand même extrêmement séduisant. Ça c'est côté pile. Et d'après vous, le côté face c'est quoi? L'envers du décor. Hein. Oui, ça c'est c'est comme une pièce de monnaie. Hein. Côté pile c'est Mickey, et côté face c'est... Ah non, c'est pire que ça. Bon, allez. C'est Hitler. Oh. C'est soft. Alors, côté face, c'est bon, on a assez rigolé, maintenant la caisse, parce que bon, il faut manger, hein, il y a les fins de mois sont difficiles, donc on a bien rigolé ensemble, donc maintenant la caisse, hein, donc, et c'est moi le plus beau quand même. Donc ça c'est côté face, quoi. Côté pile c'était Mickey, donc c'est pour ça que j'ai créé un peu un néologisme, c'est le monde de Mittler. Mittler, c'est le mélange de Mickey et Hitler. Ça me fait beaucoup rire, je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais en même temps c'est ça, et sans le côté pile, évidemment les choses seraient tellement insupportables que bah, on serait tous habillés en treillis, en guerriers, et finalement les bombes exploseraient partout. Ce serait une conflagration générale, et pour l'Occident, ce serait quand même très dur pour lui de se maintenir. S'il n'y avait pas le côté séduction. Donc il y a la boutique et l'arrière-boutique. C'est comme quand on va manger au restaurant. Bah, quand on est dans la salle du restaurant, c'est très bon, mais si on va dans les cuisines, c'est autre chose, quoi. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Sans la séduction, il n'y aurait pas cet ascendant. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant. On a un frère qui est un grand sèche, hein, qui s'appelle le sèche Wonkiyama, qui travaille au Gabon, il est anthropologue. Et il est surtout kamitologue, hein, c'est surtout ça, parce que tous les anthropologues ne sont pas kamitologues. Et quand il faisait sa thèse de doctorat, je crois que c'était à Lyon, il a fait une thèse qui s'appelle la tramale. Et la tramale, c'est un néologisme qu'il a créé, le frère Wonkiyama, pour parler des alliances matrimoniales dans les sociétés africaines traditionnelles. Parce que pour lui, le mariage n'existe pas chez les Africains. Parce que le mariage, ça correspond à une culture européenne où l'homme va enlever la femme. Alors, pas toujours, des fois il ne l'enlève pas, mais en tout cas la femme, quand elle va dans la famille de son mari, elle perd son nom. Ça c'est très particulier à la culture européenne. Et dans la culture européenne traditionnelle, elle doit honorer les dieux de sa belle famille et cesser d'honorer ses ancêtres à elle. Enfin, honorer les ancêtres de sa belle famille et cesser de... Donc elle perd son nom, et donc c'est quand même assez radical. Rien de tel n'existe en Afrique. Donc c'est pour ça que pour le sèche Wonkiyama, il n'y a pas de mariage en Afrique. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la personnalité raciale du psychopathe. Les travaux de quelqu'un comme Bobby Eugene Wright, des fois, sont regardés avec beaucoup de suspicion par certains, y compris par certains Africains, parce que on a tellement l'habitude, c'était le cas notamment avec le sèche Wonkiyama, en tant qu'Africain, il s'est permis, pour sa thèse, les besoins de sa thèse, d'observer et d'analyser la société traditionnelle européenne. Et à l'époque, ça ne se faisait pas. Et pourtant, c'est très récent. Et c'est son directeur de thèse qui a dû le défendre lors de la soutenance, etc., qui est pourtant un Alsacien, qui l'a défendu, il a dit non, il a fait un travail, parce que le civis, ça doit toujours être l'occidental, et l'anthropos, ça doit être la société non blanche. Et lui, il a inversé les rôles.
Il a eu quand même son diplôme, heureusement. Et heureusement que son directeur de thèse est venu à son secours. Parce que le jury, et ça aussi c'est cette fameuse fragilité blanche, ou cette psychopathie, le jury ne supportait pas qu'un Africain puisse étudier les sociétés traditionnelles européennes pour faire de l'anthropologie comparée. Donc il y a un problème. Pourquoi vous pouvez nous étudier et nous on n'a pas le droit? C'est étrange. Alors là, c'est du charabia. Même moi, j'ai honte de ce que j'ai écrit. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça ne veut rien dire, mais si, ça veut dire quand même quelque chose. C'est heureusement. Alors, en fait, l'Occident vise un contrôle total, vous l'avez compris. Et d'où cette fameuse fragilité, parce qu'ils veulent toujours avoir le contrôle. Donc, ce contrôle total amène forcément à avoir des stratégies qui sont un peu limites et qui ne sont pas forcément très honnêtes. Et là, on est loin de la morale évangélique, vous êtes bien d'accord. Mais en même temps, ils ont cette volonté de pureté. Et ça donne, c'est un néologisme que j'ai créé ce matin, je devais être mal réveillé, le bithéisme. D'après vous, c'est quoi le bithéisme? Ben, vous connaissez le monothéisme et le polythéisme. Donc le bithéisme. Avoir des yeux? Ben oui. Ça se trouve, ça n'existe pas, mais il faut bien décrire une situation qui existe, donc il faut bien trouver des mots pour ça. Oui, c'est avoir deux dieux. Et donc, moi j'ai remarqué que dans la société occidentale, il y a deux dieux en fait. Il y a le dieu de ceux qui... les boss, quoi, mais vraiment, quand je dis les boss, c'est pas les boss, en fait c'est les boss, des boss, des boss, des boss, des boss, des boss. Voilà, ils ont leur dieu. Et puis il y a le dieu des gens qui galèrent, quoi, qui ont du mal à terminer leur fin de mois, mais qui attendent des lendemains meilleurs. Et il leur faut un dieu qui leur promette des lendemains meilleurs dans un autre monde pour éviter qu'ils fassent la révolution maintenant. Donc le dieu de celui qui rafle tout, et puis que bon, il a quand même des besoins. Des fois c'est des besoins sexuels. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Vous connaissez les affaires... Weinstein, etc. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, et il n'y a pas que les États-Unis. Mais là, je parle des boss, des boss, des boss, des boss. Hein. Je ne parle pas forcément de votre patron, etc. Je parle de vraiment... Et encore. Et donc, un Dieu qui vous permet de tout faire, vous avez commencé à voir, et puis le Dieu des gens qui souffrent et puis qui attendent des lendemains meilleurs. Alors, quels sont ces deux dieux? Pourtant, on peut les trouver au sein du Exactement. Et je te donnerai tout ce monde, toute la... Voilà. C'est qui? Le Dieu des puissants? Jéhovah... Non, je parlais de Satan. Ah, justement, c'est de tout ce qui tourne autour de la franc-maçonnerie et toutes ces sociétés occultes, non? Même pas? C'est compliqué parce que... Pas vraiment. Moi, je parlais plus de ce qu'on appelle les Illuminati, ce qui est vraiment des boss, des boss, des boss, quoi. Mais c'est pas Satan. Les Illuminati, c'est pas Satan, mon Dieu. C'est... comment il s'appelle? Bon, il appelle un peu comme les francs-maçons, il appelle le grand archive. Oui, mais il y a une adoration du diable, ça existe, il y a du satanisme. Non, mais c'est pas le diable, c'est le Baphomet. Ah, alors explique-moi, parce que c'est quoi la différence entre le Baphomet et le diable? C'est que le Baphomet, en fait, ne représente pas que l'aspect négatif. Effectivement, une partie de sa représentation a été reprise pour créer l'imagerie de Satan. En fait, le Baphomet représente en même temps les forces positives et les forces négatives de l'univers. Il représente la connaissance absolue, suprême de toute chose. Mais c'est dans quelle spiritualité? C'est quoi? C'est la Kabbale? C'est quoi? C'est même plus ancien. Enfin, je ne sais pas si c'est plus ancien ou si c'est plus... Non, enfin, je pense pas. Mais c'est dans quelle spiritualité? Il n'y a pas vraiment de spiritualité précise liée à ça. C'est la franc-maçonnerie, c'est la... Parce qu'il y a plusieurs francs-maçonneries aussi. Oui, mais en fait, le Baphomet, quand on regarde
sa description. Donc il a une tête de bouc. Oui, je vois. Un corps d'homme. Oui. Et des pieds également, donc ni homme ni femme. En fait, il a un côté féminin et masculin, donc il a une poitrine féminine et masculine de l'autre côté. Il est en même temps animal et humain parce qu'il a la tête de bouc et donc le corps d'homme. Son sexe est représenté par le cadus, le fameux cadus qu'on connaît avec les deux serpents, etc. Et de sa main gauche, il pointe donc la lune, enfin le soleil, enfin c'est plutôt la lune blanche, comme on appelle ça, et de l'autre, il pointe vers le sol la lune noire. Et donc, il représente en même temps les forces négatives et les forces positives. Donc, il ne représente pas le mal ou le bien. Est-ce que ça peut être comparé à Maat et Isfet? Ben, en fait, il représenterait les deux ensemble. Les deux ensemble? Il représenterait les deux ensemble, comme justement la totalité de la connaissance de l'univers, la totalité. Mais par contre, comment essayer de comprendre l'obsession de l'argent, l'obsession de la richesse, l'obsession du pouvoir, qui se traduit notamment par les abus sexuels que sont la pédophilie et aussi la prédation sexuelle par rapport aux femmes qu'on trouve chez les maîtres du monde, et y compris chez les Africains, certains Africains qui gèrent nos pays et qui se comportent exactement de la même façon. Alors parce que pour eux, justement, il n'y a pas de différence. Parce que pour eux, il n'y a pas en fait de différence entre le bien et le mal. C'est un ensemble de choses qu'on peut utiliser à son gré en fait. C'est pour ça que le Baphomet... Mais c'est pas du satanisme. Parce que ça y ressemble non, quand même. Enfin, ils peuvent faire quelque chose de négatif si vous voulez, parce que justement leur divinité, enfin le Baphomet, n'est pas négatif ou positif. Donc ils n'ont pas en fait comment dire, ils ne ressentent pas ces valeurs de bien ou de mal. Ils ne font pas la distinction entre les deux en fait. Pour eux, c'est juste une seule et même chose qui va leur mener à leur but, qui va les mener à leur fin en fait, qui va les aider justement à atteindre leur but. Mais ils ne voient pas ça comme étant négatif ou positif. En tout cas, il n'en demeure pas moins que ces différentes divinités, entités spirituelles, égrégores, sont créées par des gens qui ont une psychologie particulière. Voilà, parce qu'ils ne distinguent pas le bien du mal. Les divinités sont à l'image de ce que nous sommes nous-mêmes. Si on est perturbé, on ne peut pas créer des divinités bienfaisantes. Sauf si c'est pour rouler les gens dans la farine. Parce que c'est utile aussi. Et par contre, je ne connaissais rien sur Baphomet. Oui, ça c'est... Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est un dieu pour Traël, un dieu pour Jarl, un dieu pour ceux qui souffrent et un dieu pour ceux qui récoltent, qui raflent la mise. Est-ce que vous avez vu le film Fallen? En français, c'est Le témoin du mal, avec Denzel Washington. Ah, c'est un film extraordinaire. On va reprendre le synopsis pour voir si on l'a vu. Oui, le synopsis, c'est que c'est l'histoire... alors le film, il est très violent, surtout au départ, mais il est fascinant quand même, ce film. C'est l'histoire d'un serial killer, mais qui est un vrai psychopathe, du coup. Parce que cette question de la psychopathie, elle est beaucoup traitée dans les œuvres cinématographiques. Et c'est pas pour rien que beaucoup de psychologues ou même psychiatres africains-américains, dans leurs travaux de recherche, citent beaucoup d'œuvres cinématographiques ou même d'œuvres littéraires. Parce que cette question du psychopathe, on la retrouve dans beaucoup d'œuvres. Et donc, c'est le cas dans Le témoin du mal. Le témoin du mal, c'est le titre qu'ils ont choisi en français. Donc, un serial killer se fait exécuter devant certains officiels aux États-Unis. Il passe sur la chaise électrique. Et au moment, alors c'est vrai que c'est quand même violent, et au moment où il va passer l'arme enfin au moment où il va décéder, ou juste avant, il a vraiment une attitude de défi. C'est comme s'il avait vraiment pas peur. Bon, il souffre physiquement, mais on voit que son esprit est rebelle, jusqu'à la fin. Et ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper.
C'est un film très impressionnant. Et parmi les gens qui sont de l'autre côté de la glace et qui regardent, qui assistent à l'exécution, alors il y a des officiels, mais il y a aussi le flic qui l'a arrêté, qui est joué par Denzel Washington. Et voilà, c'est ce personnage-là. Là, il est un peu dans l'ombre. J'ai fait exprès parce que c'est encore plus inquiétant. Plutôt qu'une scène plus spectaculaire, mais bon, le but, c'est pas non plus d'être dans le gore. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après son décès, il y a des phénomènes étranges qui se passent. C'est-à-dire que son esprit n'est pas mort et son esprit prend possession du corps des gens. Il fait son marché en fait. Et donc il devient extrêmement, comment dirais-je, plein de ressentiments et il décide de pourrir la vie des gens de la ville et en particulier du flic qui l'avait arrêté. Et le film, c'est une sorte de course-poursuite avec cet esprit qui est impalpable puisqu'il peut prendre les possessions des corps qu'il veut. Donc, et évidemment, il est extrêmement négatif dans son approche et démoniaque. C'est un personnage vraiment cruel, démoniaque et déséquilibré. Et c'est vraiment le profil du psychopathe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces films-là, le Khamit, il est bien évidemment de culture chrétienne, même si c'est pas forcément quelqu'un qui va à l'église beaucoup, mais il est complètement démuni face à ce phénomène. Alors que dans nos traditions africaines, ces phénomènes-là, nous les connaissons et nous avons même des confréries de gens qui luttent contre ça ou qui étudient ces problématiques. Mais évidemment, un Africain descendant ou un Afro-descendant des États-Unis qui s'appelle Washington, dans le film il ne s'appelle pas Washington, mais qui pourrait s'appeler Jackson, etc., lui il est complètement démuni. Donc, et le Khamit, il ne comprend pas ce qui lui arrive, quoi. On voit bien dans l'image, ça c'est l'une des affiches du film, on voit bien qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il est très courageux jusqu'à la fin, il est même héroïque, mais il ne comprend pas. Et je trouve que ça ressemble à ce que nous vivons, nous les Africains, en France, sous l'emprise de l'Occident. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Je suis sûr que le président Gbagbo, en 2011, quand la présidence ivoirienne a été bombardée par les troupes françaises, il ne comprenait pas. Parce que jusqu'à la fin, il faisait partie quand même de l'internationale socialiste, jusqu'à la fin, il pensait, en plus, il vénérait le même Dieu que Sarkozy, parce que Sarkozy, en tout cas, se présentait comme un chrétien, et catholique, pas seulement chrétien, mais catholique, idem pour Gbagbo. Leur fraternité religieuse, le poids de ces réseaux de l'internationale socialiste, il s'est dit, mais mes amis vont faire pression auprès de Sarkozy, et puis on va pas en arriver. Il n'a pas compris ce qui se passait. Il n'a pas compris. Et nous, Africains, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et c'est uniquement grâce au travail de gens comme Bobby Eugene Wright qu'on peut ouvrir les yeux sur le phénomène qui est quand même assez difficile à expliquer. Petite parenthèse. Oui. Par rapport au film, il y a quelque chose d'ailleurs qui fait tilt dans ma tête, c'est à la fin du film, je pense que cet esprit décline justement sur tu l'as vu? Oui. Mais je ne sais plus quelle identité justement, mais il me semble que ça m'avait marqué, parce que cet esprit décline son identité. Et en fait... Il s'appelle Azazel ou un... Quelque chose comme ça. C'est un truc comme ça. Et c'est un nom justement comme biblique qu'on retrouve justement et qui est très ancien en fait. Oui, c'est vrai. Ça c'est vrai. Je ne me souviens plus quel nom justement. Ça c'est vrai. C'était ça, Azazel, un truc comme ça. Mais c'est un film fascinant. Oui, il est très bien. Donc, alors l'expérience interdite. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle L'expérience interdite. Je crois, mais je ne l'ai pas fait exprès le titre. C'est que le psy Bobby Eugene Wright, c'est lui là, il a décidé de mettre Dieu sur le divan. Alors c'est vraiment un crime de lèse-majesté, parce que bon, c'est quand même prétentieux, parce que pour moi je fais pas de différence entre le Dieu de la Bible et l'homme blanc. Pour moi c'est la même chose, c'est juste
c'est juste un bouclier pour faire croire que c'est pas lui, mais que c'est lui. Et finalement, nos frères et sœurs qui sont chrétiens, qui sont au pays, et quand ils parlent de Dieu, en fait, on voit bien qu'ils parlent de l'homme blanc, parce qu'ils ont une fascination tellement morbide que, je veux dire, par exemple, Saint Maurice, on va leur présenter Saint Maurice, ils n'en veulent pas, parce qu'il leur ressemble. Donc on voit bien qu'en fait, c'est pas du catholicisme, c'est du racisme, la religion. Parce que si on leur montre Saint Maurice, ils devraient dire bah oui, c'est quand même Saint Maurice et tout. Ils leur ressemblent, ils vont le rejeter, ils n'en voudront pas. Donc, et donc lui, il a mis Dieu sur le divan, et j'ai mis un mot-clé qu'on retrouve dans tous les travaux de Molifique Asante, l'un des créateurs d'Afrocentricity International, c'est le mot en anglais agency, mot qu'on a beaucoup de mal à traduire en français d'ailleurs. On est assez embêté. Nous, on le traduit souvent par autodétermination, mais c'est un pis-aller. Mais je ne sais pas si on peut faire mieux. Parce qu'en fait, le fait pour les Africains de prendre leur destin en main et d'étudier le monde dans lequel ils sont, et en passant outre les différents sens interdits qu'on met, parce que c'est ce qu'on fait finalement. À notre attention, il y a plein de sens interdits. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous ne pouvez pas étudier telle question, parce que vous allez être labellisés comme des gens revanchards, comme des gens méchants, comme des gens frustrés, puis finalement on ne peut plus penser du tout. Donc les travaux de gens, de chercheurs, de psy comme Bobby Eugene Wright, c'est de faire leur travail, et tant pis s'il y a des sens interdits, on passe outre. Autrement il n'y arrivera pas. Bobby Eugene Wright, il a un rapport avec Richard Wright ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Alors on va faire une petite révision. Qu'est-ce qu'un psychopathe? Là on devrait quand même... Ça devrait le faire. Une personne qui a du mal à accepter les autres, les voix. Oui, oui. Personne qui est incapable d'empathie. Oui, il y a les deux. Hein. Le psychopathe est un individu qui est constamment en conflit avec les autres personnes ou avec les autres groupes. Il est incapable, je dis bien incapable, de faire l'expérience du sentiment de culpabilité. Il est complètement égoïste, insensible et cruel, tout en affichant une totale indifférence aux droits des autres. Donc, le menticide, on n'en a pas encore parlé. Le menticide, c'est l'une des techniques que le psychopathe utilise pour maintenir les peuples sous sa domination. Et d'après vous, certes, vous n'avez peut-être pas encore lu le livre, certains d'entre vous l'ont lu. D'ailleurs, frère Kitemona, tu l'as lu, donc... Ah, tu l'as? Oui. Et le menticide, qu'est-ce que c'est? De mémoire, c'est le fait de... Si je ne me trompe pas, le fait d'être dans un autre paradigme que le sien, c'était pas ça? Oui, ça c'est la conséquence du menticide. C'est ça en quelque sorte, parce que ça c'est la conséquence. Mais il y a des techniques qui sont utilisées pour qu'on en arrive là. Alors je vais vous aider. Pour Bobby Eugene Wright, le menticide se définit comme étant la destruction délibérée et systématique de l'esprit d'un groupe de personnes avec pour objectif ultime la destruction de ce groupe. Par exemple, il en reparle un peu plus loin aussi, il me semble. Mais déjà la première définition elle est bien. Hein. On peut même l'étoffer un peu. Dans un autre ouvrage, elle est un peu plus étoffée, mais elle émane toujours de lui. Mais c'est une mission impossible, on ne peut pas détruire l'esprit d'un individu ou d'un groupe. Non, mais on peut tenter de le... On peut le fragiliser, mais on ne peut pas le détruire, c'est impossible. On peut le changer. Non, on ne peut pas détruire l'esprit du... Oui, on peut le changer. C'est ce qu'on appelle le mind control, c'est-à-dire le contrôle mental. Et ça avait été utilisé par les nazis, ensuite par la CIA ou le FBI, enfin le FBI non, la CIA je crois. Il y a des techniques de contrôle mental. Et c'est ce qui a été appliqué à l'encontre du peuple africain, que ce soit en Afrique même, et que ce soit dans les pays de la diaspora. Et donc il y a un savant que cite Bobby Eugene Wright dans son livre,
un savant, les fameux savants fous, hein, mais du coup c'est pas un savant de film, hein, c'est un vrai, qui disait « Donnez-moi des jeunes gens, je vais, avec l'éducation que je vais leur donner, je ferai d'eux ce que je veux. » Donc soit des serial killers, des chefs d'entreprise, ou alors des professeurs d'université, ou des éboueurs, j'en ferai ce que je veux. Avec les techniques de contrôle dont je dispose, je peux faire de n'importe qui la personne que je voudrais qu'elle devienne. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle mental. Alors le cas particulier du menticide, c'est que le menticide, pour se développer, il utilise les institutions, donc les églises, la télévision, les médias, donc pas, et l'école, évidemment. L'école, c'est un domaine où le contrôle mental est important. Alors, la caractéristique du psychopathe, c'est la férocité, l'absence de sentiments. Alors les exemples, je pense que dans plein d'autres conférences données par d'autres conférenciers, on en trouve à l'appel. Hein. C'est-à-dire, avant de présenter ce cours, j'ai fait quelques petites révisions. J'ai relu le livre de Nicolas Metegena qui s'appelle Implantation coloniale au Gabon, résistance d'un peuple, que tout le monde ne connaît pas, même beaucoup de Gabonais ne connaissent pas ce livre. Et en tout cas, ceux qui le connaissent savent que les ancêtres des Gabonais ont lutté de façon très massive, militairement, pour empêcher la pénétration coloniale à la fin du 19e siècle, au début aussi du 20e siècle. Malheureusement, c'était souvent des combats isolés, c'est-à-dire très localisés géographiquement, mais des combats avec des fusils aussi. Hein. Pas toujours des fusils d'excellente qualité, malheureusement, ce qui explique aussi certaines défaites qu'ils ont subies, mais ils ont lutté de façon stratégique, de façon très déterminée, et les gens ne se sont pas laissés coloniser comme ça, comme on pourrait le croire. Mais à chaque fois, lors de cette poussée coloniale, les troupes coloniales, si elles perdaient un homme, si elles perdaient plusieurs personnes, si elles avaient quelques blessés, ensuite, elles détruisaient systématiquement 4 ou 5 villages. Il y avait une disproportion, c'est-à-dire une façon de dire, ça c'est vraiment le psychopathe, c'est-à-dire la mort d'un des nôtres doit se payer par l'anéantissement de 5 villages, ou de 6. Et c'est vraiment la terreur, c'est-à-dire une façon de montrer que nous, notre vie compte tellement que si vous nous touchez, on casse tout, on détruit tout. Et ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'encore chez nous, les Africains, il y a toujours cette peur du blanc qui est là. On n'ose pas parler de lui, on n'ose pas l'analyser parce que c'est devenu une partie intégrée dans notre patrimoine génétique, cette peur. C'est à cause de toute cette politique de terreur, on parle de terrorisme, ça c'est du terrorisme, hein, évidemment, toute cette politique de terrorisme qui a duré pendant des siècles. Et psychologiquement, on garde une fragilité. Alors il y a une fragilité blanche, mais il y a aussi une fragilité noire, puisque à cause de cette politique de terreur, nous n'osons même plus prononcer son nom. Donc c'est quand même particulier. Alors, d'après vous, qu'est-ce que la méconnaissance de soi provoquée par la programmation du menticide fait de nous? Donc, méconnaissance de soi, et évidemment, cette méconnaissance, elle est empirée aussi par le contrôle mental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive une fois qu'on est programmé comme ça? Quel genre de comportement allons-nous avoir collectivement? Une forme de rejet? Oui, oui, oui. On se consume de l'intérieur. Oui, c'est bien dit. On devient l'autre. Ah, aussi, mais c'est pas possible de devenir l'autre, parce qu'il est assez malin pour nous dire, malgré tous les efforts que tu feras, tu seras jamais moi. Mais on s'entretue aussi. Oui, exactement, vous avez tout dit. C'est des comportements d'autodestruction.
par exemple, dans son livre, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne vais pas vous plomber le moral, que la censure c'est quand même très bien, donc non, c'est bon. Non, mais quand même, si vous lisez le livre, il en parle, et je vous rassure, c'est pas du tout déprimant. Au contraire, c'est un processus de libération. C'est un processus de libération. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un chapitre sur le suicide noir. Et il dit, le suicide noir, c'est le lynchage sous un autre nom. Parce qu'il dit que dans notre tradition, donc il parle notamment des Africains américains, ils ont tellement enduré, et c'est d'ailleurs l'écrivain blanc, le romancier blanc Faulkner, qui disait que quand il parle des afro-descendants dans ses livres, ils disent « et ils endurèrent ». Mais il a tout à fait raison, parce qu'on a développé une capacité à supporter des situations vraiment très... Et ça, c'est une forme de force, hein, finalement. Et justement, le fait qu'on arrive à des taux de suicide de Noirs ou d'Africains très élevés aux États-Unis, le professeur Wright dit que c'est pas normal chez un peuple qui a été vraiment habitué à supporter des conditions difficiles. Et que, pour lui, ces suicides en masse sont en fait des lynchages sous un autre mot, parce qu'il dit même que c'est une violation des conventions de Genève. Parce que faire du lavage de cerveau à toute une population pour que cette population développe des sentiments, des comportements suicidaires, c'est provoquer un peuple à agir dans le sens d'une autodestruction. Et ça viole même certaines conventions internationales sur les droits des personnes. Il y a aussi un autre passage dans le livre où il parle de l'anneau sacrificiel. Ou l'anneau... J'aurais pu faire plus simple. L'anneau sacrifié. Qu'est-ce qu'il veut dire, d'après vous? Et là, on est vraiment au cœur du problème et de la solution. Alors vous êtes bien placé pour savoir. Ah non, je ne vois pas, à part la référence biblique. Ah oui, bien sûr. En fait, il parle des enfants. Dans son livre, il y a un chapitre qui s'appelle « L'enfant noir en péril », mais il y a une théorie psychologique d'éducation de l'enfant noir. Ça, c'est très passionnant. Donc, et ça, par moment, ça dépasse même plus ou moins le cadre des questions racistes ou raciales. C'est-à-dire, il constate que le processus d'apprentissage des enfants ne tient pas compte des différences entre les enfants. C'est-à-dire que si un enfant n'arrive pas à lire à une certaine période de sa scolarité, bien qu'il officiellement il n'ait aucune pathologie, on va dire qu'il a des difficultés d'apprentissage. Et il dit que certains enfants ont en fait, et c'est là où on voit Bobby Wright, l'éducateur, parce que c'est un psychologue mais c'est aussi un éducateur, il dit que certains enfants par exemple ont une mémoire visuelle. Et il y a certains apprentissages qui pour eux seront plus longs que pour d'autres. Mais une fois qu'ils auront acquis certains savoirs, tout ira bien. Et il trouve que l'école actuelle ne tient pas compte de ces différences qu'on peut trouver chez des enfants qui sont pourtant d'intelligence égale. Et que certains vont être labellisés comme des enfants ayant des difficultés d'apprentissage, alors qu'en fait c'est simplement parce qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils sont réellement et de leurs différences. Donc c'est vraiment très passionnant. Il y a une autre partie aussi, donc l'enfant noir en danger, où il s'intéresse à la situation des enfants noirs dans des écoles blanches, parce que nous envoyons nos enfants à l'école de Jules Ferry. L'école française actuelle, elle est le produit de Jules Ferry. Et qu'est-ce que Jules Ferry disait? Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et c'est là où nous envoyons nos enfants. Et là, j'étais tellement dans tous mes états que j'arrivais même plus à parler français. Donc là, j'ai parlé en omiel, j'ai dit nzouké. Ça veut dire, quand les Ralois ils disent nzouké, ça veut dire que on est vraiment dans un problème particulier, quoi. Et nous-mêmes, nous envoyons nos enfants à l'abattoir.
Et c'est aussi Bobby Eugene Wright qui dit que dans l'école de Jules Ferry, enfin dans l'école blanche, un enfant blanc sera éduqué et un enfant noir sera dressé. Mais, on peut aller plus loin, je pense que l'enfant blanc quelque part est aussi dressé, parce que certains entrepreneurs, y compris des blancs, qui remettent en cause l'école telle qu'elle est aujourd'hui, disent que l'école forme surtout des exécutants. Alors des fois des exécutants qui seront des cadres, des super salaires, mais pas des gens qui sont capables de créer des entreprises. Et souvent les gens qui créent des entreprises, c'est des gens qui n'ont pas terminé leur cursus. Donc on est vraiment dans une société qui nous pousse à être des robots, quelle que soit notre origine. Mais c'est vrai que pour ce qui est de disciplines telles que la philosophie ou l'histoire, l'Afrique est complètement rejetée de l'humanité. Et c'est difficile d'être éduqué par des gens qui nient votre humanité. Là, c'est quand même un vrai problème. Le Nzuké, c'est en quelle langue? C'est le mien, c'est l'Omiene, c'est une langue qui est parlée au Gabon par les Zolungu, les Nkomi, les Ralois, les Enenga, les Mpongwe. Et vous connaissez le chanteur Akenenge? Ah, d'accord, parce que lui, il chante dans cette langue. Alors, le testament philosophique de Bobby Eugene Wright, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, il nous dit des choses très dures. Hein. Par moments, il nous dit, pour des raisons politiques, les Noirs sont programmés pour s'autodétruire et le suicide noir est l'une des conséquences. Un lynchage, même sous une autre appellation, demeure un lynchage. Ben oui. Donc c'était aussi un grand éducateur. Et c'est quelqu'un, dans un petit livre, qui réussit à faire référence à pas mal de grands penseurs de la communauté, toutes origines confondues, tels que Cheranta Diop, Francis Walsingham, il va les citer à bon escient, ou Chancellor Williams, qui écrivit le livre The Destruction of Black Civilization. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah oui, alors il le dit mieux que moi. Tout à l'heure j'ai essayé de le dire à ma façon, mais il le dit mieux que moi. Il dit, à l'heure actuelle, l'enfant noir, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud, incarne l'exemple tragique d'un peuple sans pouvoir et désorienté. Dans tout le royaume des animaux, il existe en général une loi sacrée qui stipule que le plus jeune doit être protégé à tout prix. Or, il se trouve que dans les communautés noires, non seulement les enfants ne sont pas protégés, mais dans beaucoup trop de cas, ils sont offerts comme des anneaux sacrifiés à un ennemi prêt à les dévorer. Ainsi, on continue à être témoin du spectacle désolant de parents noirs qui livrent leurs enfants à un ennemi blanc, secrètement ou ouvertement hostile aux noirs, en leur demandant de manière pathologique d'éduquer leurs enfants. Ben oui, c'est une pathologie. Il existe très peu de mots pour définir ce genre de comportement humain de masse, si ce n'est par le thème de menticide, un concept qui entraîne la destruction préméditée et systématique de l'esprit d'un groupe, avec pour objectif ultime l'extinction de ce groupe. Alors, ça doit être contrebalancé ce qu'il dit, parce qu'à un autre moment dans le livre, il dit aussi qu'il y a beaucoup d'écoles noires indépendantes qui se sont créées dans les années 80 ou à la fin des années 70 en Amérique. Beaucoup de parents noirs envoyaient leurs enfants dans des écoles noires, des écoles indépendantes. Donc, mais en même temps aussi, beaucoup de parents noirs voulaient que les élèves soient dans des écoles intégrées, c'est-à-dire des écoles avec un encadrement de blanc. Et ils disaient, peu importe la couleur du professeur, ce qu'on veut, c'est que les gens qui enseignent aux enfants soient qualifiés. Et par contre, Bobby Eugene Wright dit, quand on posait à ces questions à ses parents, ce qu'ils entendaient par professeur qualifié, ils n'arrivaient pas à répondre à cette question. Donc, ce livre est vraiment fascinant. Donc, comme je le disais, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est qu'il nous donne envie
de vous rapprocher des gens qui font les investigations appropriées pour connaître ce qui se passe exactement et pourquoi nous en sommes arrivés là. Les challenges que nous devons aussi relever, c'est pas pour rien que Molefi Keïta Santé, l'un des créateurs d'Afrocentricity International, Molefi Keïta Santé a quand même écrit près d'une centaine de livres. C'est un grand enseignant qui parcourt le monde. Et Molefi Keïta Santé dit il n'y a aucune raison de se lamenter, uniquement des défis à relever. Et donc c'est vrai que certaines vérités font mal, mais après tout, la vérité libère, donc c'est pas une mauvaise chose non plus. Donc, mais on n'est plus gêné, comme dirait Cheikh Anta Diop, quand on étudie la cause des problèmes. C'est le fait de ne pas comprendre la cause des problèmes qui fait en sorte qu'on est gêné et honteux. Quand on commence à étudier les problèmes, au début c'est difficile, mais après ça va. Et surtout, il ne faut pas être prisonnier de la colère et du ressentiment. La passion pour la recherche, l'envie de résoudre les problèmes doit l'emporter sur l'émotivité et le ressentiment. C'est très important. Et enfin, qu'est-ce qu'on retient aussi de l'approche finale de Bobby Wright dans son livre, c'est qu'il faut fight the power. Il faut lutter. Il faut lutter pour arracher cette liberté qui nous tient, à laquelle nous aspirons. C'est ce qu'ont fait les gens de l'organisation de Marcus Garvey, que vous voyez défiler dans Harlem en tenue militaire. C'est ce qu'a fait Jean-Jacques Dessalines en Haïti, avec la révolution haïtienne et la guerre de libération. Et si on ajoute à ça l'investigation appropriée de Chancellor Williams, qui a passé quand même 17 ans à faire des recherches en Afrique pour connaître les causes de l'effondrement de la civilisation africaine, nous aurons toutes les cartes en main, notamment avec des associations comme Afrocentricity International pour renaître efficacement. Donc aucune raison de se lamenter, juste des défis à relever. Et Bobby Eugene Wright, qui est devenu un ancêtre aujourd'hui, a bien tracé la voie. Et je vous invite à lire ce livre, et vous y trouverez des armes pour notre renaissance. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'école, nous-mêmes qui sommes afrocentriques, nous avons envoyé notre fille à l'école. Mais en même temps, elle suivait les cours à l'Institut Africamat. Et elle est aujourd'hui membre d'Afrocentricity International. Donc elle avait cette double conscience dont je parlerai dans un autre cours, qui nous oblige à ruser pour faire semblant plus ou moins d'être dans le système, tout en ayant un pied à l'extérieur du système. Sachant que le but final, c'est de sortir complètement du système et de développer nos propres institutions. Parce que dans ce livre, Bobby Eugene Wright, il dit que les Blancs ont des institutions et les Noirs ont des leaders charismatiques. Donc si on abat une tête, il n'y a plus d'institutions. Heureusement, avec Afrocentricity International, depuis un certain nombre d'années, nous avons une institution. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Donc voilà ce que je peux dire sur Bobby Eugene Wright aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a excité votre curiosité. Je pense qu'il y a plusieurs si vous avez des questions. Je pense qu'il y a plusieurs choses justement qui sont oui. intéressantes, sur lesquelles il serait intéressant de revenir. Justement, sur cette notion, par exemple, ce que tu viens de dire, sur l'école. Oui. On parle souvent de l'éducation à la maison. Hein. Enfin, j'ai le terme anglais homeschooling, mais c'est ça. En français, c'est... Je ne sais pas comment on dit en français. L'école à domicile. L'école à domicile. Souvent, on dit que oui, il faut sortir nos enfants de l'école, mais ça reste un privilège en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un système qui fait en sorte que il est difficile justement de prendre le temps nécessaire pour éduquer soi-même ses enfants en fait, à la maison. Par exemple, les deux parents, souvent on a besoin de 2 salaires. Donc les 2 parents travaillent, et donc
comment faire pour éduquer l'enfant à la maison si les deux parents sont au boulot. C'est un problème. Donc il y a tout un système qui, en fait, cherche à nous maintenir dans ce schéma-là. Il y a deux cas de figure qui sont différents. Il y a d'une part une école qui serait afrocentrique, et il existe quelques écoles afrocentriques dans le monde, et l'école de la conscience. C'est-à-dire que, par exemple, quand Séchède allait avec nous au cours d'Africamat, elle avait 9 ans, on ne peut pas dire que c'est à 100% une école afrocentrique, mais c'est une école de la conscience, et même certaines écoles afrocentriques n'avaient pas la qualité des cours, n'ont pas les qualités des cours d'Africamat. Mais l'avantage, c'est que ces écoles afrocentriques s'adaptent à un public d'enfants. Et ça, c'est quand même ce qu'on attend d'une école. Donc, coup de chance, Séchène a quand même bien pu assimiler les choses. Mais à un moment, on suivait d'autres cours avec d'autres professeurs qu'Africamet. Et là comme l'enseignement était très ésotérique ou très sévère, et là, Séchène avait vraiment beaucoup de mal, là, du coup. Donc, et c'est là où on se rend compte que les écoles afrocentriques sont vraiment nécessaires. Mais en attendant d'avoir toutes les institutions, il y a des organisations comme Afrocentricity International, il y a d'autres organisations sur la place qui donnent des cours où on peut assister à des conférences, on peut acheter des livres ici ou chez ta mairie, mais à terme c'est difficile de créer comme ça de but en blanc des institutions. Mais à travers ces conférences que nous faisons ici aujourd'hui chez Afrocentricity International, le but c'est d'arriver petit à petit, et nous avons notamment avec le frère Ngolé donc un programme qui est surtout sur toute l'année, et soyons pas trop humbles, c'est déjà l'embryon d'un système éducatif. Hein. Et au fur et à mesure, on ira de plus en plus vers une professionnalisation. Maintenant, je ne veux pas tirer sur tous les professeurs qu'on trouve dans l'école de Jules Ferry. Par exemple, moi, quand j'étais en classe de lycée, j'ai eu un professeur qui nous a enseigné, c'était au programme 1984 de George Orwell. Mais c'était tellement bien fait par un professeur qui était passionné par ce qu'il faisait, c'était en cours de français. En plus, c'était... jusqu'à présent, ce livre, 1984, m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'idée de propagande, sur tout ce qui est propagande, sur tout ce qui est falsification de l'histoire, falsification de la réalité. Donc, idem, quand j'ai eu une conversation une fois avec ma belle-sœur, donc la compagne de mon cousin, qui est aujourd'hui proviseur d'un lycée. À l'époque, elle était enseignante, professeure d'histoire. Et quand j'avais parlé de la falsification d'histoire sur l'Égypte antique, elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Et je lui avais donné pas mal d'arguments. Et puis quand on s'est revus, une autre fois, on a mangé ensemble aussi, peut-être 2 mois après, elle m'a dit qu'elle avait fait ses recherches et qu'elle avait constaté effectivement que les Égyptiens étaient d'origine africaine et que maintenant elle enseignait ça à ses élèves. Donc, mais évidemment, ça ne remplace pas une école afrocentrique. Mais je ne voudrais pas non plus terminer sur une note trop négative. C'est-à-dire que personne nous aime. Je ne voudrais pas que ça fasse trop Calimero, quoi. Personne ne m'aime, etc. Mais comme le disait le sèche quand même John Henry Clarke, we have no friends. On a très peu d'amis, hein. Et souvent des gens qui se présentent comme nos amis sont nos pires ennemis parce qu'ils avancent masqués. Donc on vit dans un monde qui n'est pas idéal, il y a quelques bonnes volontés par-ci par-là, tant mieux, mais il faut ouvrir les yeux sur le monde réel dans lequel nous vivons. Voilà. Et ça c'est le but de ce genre de travaux de recherche. J'aime beaucoup une autre phrase de John Henry Clarke, je ne sais pas si je suis réellement dans le sujet ou pas, mais il dit que l'Afrique et le peuple ne doit rien à personne à part un bon bottage de cul. C'est pas aussi. Là aussi, ça il a raison. Hein. Il a raison. Mais d'ailleurs, c'est aussi la pensée de Bobby Wright. Hein. Il dit que la liberté s'arrache par la force, hein, et que c'est seul le combat qui nous permettra d'être libres.
C'est la révolution, c'est le combat, y compris la guerre elle-même. Donc c'est pas du tout un pacifiste. Quelque part, moi je pose même la question de l'intérêt finalement de mettre si jeunes les enfants face aux apprentissages. Enfin, comment dire, j'ai rien contre le fait effectivement de ces créations d'écoles, c'est très bien, mais là pour le coup je me positionne en tant que mère, donc j'ai 2 enfants métis, deux garçons, dont l'aîné a 18 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'a jamais été en fait aussi proche de la question de l'histoire africaine. Et j'ai l'impression que c'est parce que justement il a été au contact de ces institutions qu'aujourd'hui en fait il se cherche ailleurs. Un peu comme s'il y avait plusieurs âges, qu'il avait justement franchi un cap et que c'est parce qu'il a franchi ce cap-là qu'il est prêt à s'ouvrir peut-être plus durablement au second cap qui est celui de la vérité. Mais il faut tout de même pas aller jusqu'à dire que pour accéder à la vérité, il faut d'abord être immergé quelques années dans le mensonge. Mais j'ai envie de dire, le fait qu'il ait été au contact de ces institutions et finalement qu'il ait été leurré, comme la plupart d'entre nous, ça lui a peut-être en fait ouvert des perspectives autres. Mais c'est parce qu'il est sauvé par son caractère rebelle, peut-être, qui ne prend pas tout pour argent comptant. C'est possible. Il y a des rebelles, autrement on serait pas là. Je veux dire, aujourd'hui, alors qu'il avait le choix, puisqu'il appartient à la double identité, c'est un métis, il avait le choix, c'est peut-être parce que justement il a vu toute l'hypocrisie et toute la mascarade en fait qu'il y avait d'un côté, que du coup il s'est tourné de l'autre côté, et quand bien même en se tournant de l'autre côté, il s'est rendu compte que les bras étaient davantage ouverts, alors là il a choisi en fait. Et justement, peut-être, comme vous dites, son esprit, mais comment s'est constitué cet esprit critique? C'est ça aussi la question. Peut-être que vous l'avez aidé un peu. Ah, c'est possible. Alors là, je peux pas. Là, ce sont des choses qui m'échappent.